Les premières données officielles ont été publiées discrètement sur le serveur du Minor Planet Center un vendredi après-midi, dans un silence presque cérémoniel. Un tableau simple. Coordonnées, magnitude, vitesse. Rien qui à première vue ne justifiait l'agitation des jours précédents. Pourtant, derrière ces lignes froides se cachait un phénomène qui ne ressemblait à rien de connu. La trajectoire de 3i, Atlas, calculée à partir des observations d'Hawaï, du Chili et d'Australie, ne provenait d'aucune étoile identifiée. Elle semblait venir du sud galactique, de cette zone obscure qui borde la constellation du Centaure, là où la densité stellaire se perd dans la poussière interstellaire. Ce qui a frappé les analystes, c'est la cohérence du mouvement. L'objet ne dérivait pas, il glissait. Une ligne pure, sans variation de vitesse ni rotation détectable. Le radar de Goldstone, en Californie, a confirmé une stabilité angulaire exceptionnelle. Moins d'1 degré d'oscillation sur 12 heures d'observation. Pour un corps supposé irrégulier de plusieurs centaines de mètres, c'était anormal. Les comètes, même les plus compactes, tournent sur elles-mêmes. Leurs surfaces sont balayées par les rayons du soleil, leurs queues oscillent. Ici, rien. Une absence totale de désordre, comme si 3i, Atlas refusait d'obéir aux règles du hasard. Les astronomes du projet Pan-STARRS ont tenté d'expliquer cette singularité par une rotation alignée sur l'axe de déplacement, ce qu'on appelle une rotation axiale symétrique. Mais les variations de magnitude n'allaient pas dans ce sens. L'objet semblait présenter toujours la même face, une brillance constante, une température uniforme. Ce n'était pas une sphère, ni un simple bloc de roche. Quelque chose, dans sa surface, absorbait la lumière sans la disperser. Dans les laboratoires du Jet Propulsion Laboratory, les premiers modèles thermiques ont été lancés. En supposant un albédo modéré de 0, 2, la température devait se situer autour de 230 Kelvin à la distance de Mars. Mais les capteurs infrarouges du Mars Reconnaissance Orbitaire n'ont rien détecté, pas même une émission résiduelle. C'était comme si la chaleur disparaissait. Pas réfléchie, pas rayonnée, simplement absorbée, avalée. Les ingénieurs ont d'abord suspecté une erreur de calibration. Les vérifications n'ont rien révélé d'anormal. Les capteurs fonctionnaient, c'est l'objet qui échappait à la logique. Le cyanogène est apparu dans les spectres quelques jours plus tard. Ce gaz, souvent associé aux comètes, aurait dû s'accompagner d'eau et de dioxyde de carbone. Ici, non. Une ligne pure, isolée, presque parfaite. Le chimiste israélien Benny Hermon a décrit ce signal comme une signature de laboratoire, une trace trop nette pour être naturelle. Mais il a ajouté aussitôt, si la nature ne fabrique pas ce genre de perfection, alors peut être que notre définition du naturel est incomplète. À ce moment précis, la tension s'est déplacée. Ce n'était plus seulement une question d'orbite, mais de matière. Le nickel pur détecté dans le spectre optique de l'ESA indiquait un processus de formation particulier. Sur Terre, le nickel ne se sépare pas du fer sans intervention thermique ou chimique. Dans l'espace, les météorites riches en nickel contiennent toujours du fer. Mais 3i, Atlas présentait un taux de fer presque nul. Cela signifiait que le matériau avait subi un raffinage, une purification. Et dans le vide interstellaire, rien ne raffine. Les chercheurs du Galileo Project ont repris les données pour tenter de modéliser l'histoire de l'objet. Un scénario plausible parlait d'une collision dans un ancien système stellaire, un choc gigantesque qui aurait expulsé un fragment métallique purifié. Un autre évoquait une genèse artificielle, le résidu d'un engin, le fragment d'un matériau composite conçu ailleurs. Les deux hypothèses restaient théoriques, mais la deuxième s'insinuait dans les discussions.
Les mots « origine artificielle » ont commencé à apparaître dans les brouillons des rapports. Entre guillemets d'abord, puis sans. Pendant ce temps, les observatoires de La Palma et du Paranal continuaient de suivre la lumière. La magnitude restait stable, mais la couleur changeait légèrement. Un passage du bleu au vert, puis au blanc. Une émission variable autour de 470 nanomètres, typique des métaux chauffés par rayonnement, mais sans dégazage, sans matière perdue. L'objet semblait réagir, non pas à la lumière, mais à la présence. Un soir, sur la chaîne interne de communication entre l'ESA et la NASA, un ingénieur a écrit « Et si c'était une sonde sans énergie, un objet qui attend d'être compris ?» Le message a été effacé quelques minutes plus tard, mais la phrase est restée. Elle a circulé sous forme de capture d'écran, partagée entre chercheurs, comme un écho discret d'une inquiétude commune. Les agences, elles, restaient prudentes. Les protocoles intergouvernementaux exigent la vérification de chaque donnée avant toute annonce. Pourtant, la simple existence de 3i, Atlas, modifiait déjà les certitudes. Depuis Oumuamua, les scientifiques savaient que des objets interstellaires pouvaient traverser notre système. Mais celui-ci semblait différent, moins aléatoire, plus structuré. Une trajectoire trop parfaite pour un débris, une matière trop pure pour un hasard. Le 18 mars, un article préliminaire est paru sur arxiv.org, signé par une équipe mixte de l'ESA et de l'Université de Leiden. Il évoquait un objet de composition métallique non volatile, possiblement d'origine extrasolaire. La publication a été retirée 24 heures plus tard, officiellement pour révision des données thermiques. Mais le texte circulait déjà. Dans le document, une phrase en particulier avait attiré l'attention. Si l'objet n'est pas naturel, il pourrait représenter la première preuve d'un processus d'ingénierie cosmique non biologique. À partir de là, la question n'était plus scientifique, elle devenait existentielle. Car derrière les chiffres, il y avait une idée. L'univers n'est peu, être pas vide d'intention. Ce que nous appelons matière pourrait être mémoire. Ce que nous nommons hasard pourrait être logique d'un autre ordre. Les scientifiques n'en parlaient pas ainsi, mais le silence entre leurs mots disait tout. 3i, Atlas, poursuivait sa route, indifférent. L'objet ne ralentissait pas, ne changeait pas de direction. Il glissait vers la ceinture d'astéroïdes, puis vers Jupiter. Son passage laissait derrière lui un sillage invisible, une onde légère enregistrée par les capteurs de la sonde Maven, une ionisation subtile, comme une signature électromagnétique, le genre de trace qu'un corps peut laisser quand il transporte un champ magnétique propre. Dans les salles sombres où s'alignent les écrans, certains techniciens ont ressenti un trouble familier, celui qui précède une découverte, ce moment où la science se tait parce qu'elle sent que la vérité dépasse la formulation. Et dans ce silence, une idée s'est formée, discrète, presque honteuse. Si cet objet était un message, peut être que le message, c'était nous. Les anomalies se sont accumulées comme des éclats d'une énigme dont on ne possède pas l'image entière. Chaque jour, une donnée nouvelle venait bousculer la précédente. L'objet n'avait toujours pas dégazé, aucune trace de poussière, aucun halo visible sur les clichés à haute résolution. Pourtant, sa brillance augmentait, légèrement, presque imperceptiblement, comme si la lumière se réorganisait à sa surface. Les astrophysiciens parlaient d'un effet de phase, les philosophes d'un comportement. Au Jet Propulsion Laboratory, les ingénieurs ont recalibré les capteurs infrarouges. Les relevés ont confirmé ce que tout le monde redoutait. L'émission thermique de 3i, ATL-AC, était plus faible que prévu, bien en dessous des modèles cométaires. Sa température semblait constante,
insensible aux variations du rayonnement solaire. Un corps capable de conserver sa chaleur dans le vide interplanétaire défiait les lois de la thermodynamique. Ou plutôt, il les utilisait d'une façon que nous ne comprenions pas encore. Les équipes du Paranal ont pointé le spectrographe X-Shooter pour analyser plus finement la composition. Le signal du nickel restait net, presque pur, accompagné de traces infimes de chrome et de cobalt. Les chimistes ont évoqué le processus MON, une réaction industrielle terrestre qui extrait le nickel à partir de carbonyle gazeux à haute température. Dans le vide du cosmos, ce genre de combinaison est improbable. Certains y ont vu une coïncidence, d'autres une signature. Pendant ce temps, les radars de Goldstone ont enregistré une réflexion inhabituelle. L'écho renvoyé par 3i, Atlas présentait une polarisation circulaire, typique d'une surface métallique lisse. Un phénomène rare pour un corps naturel, sauf si celui-ci possède une structure géométrique. Sur les forums internes de la NASA, un commentaire a été supprimé après quelques minutes. La symétrie du signal rappelle celle d'un réflecteur radar. Le message avait eu le temps d'être copié. L'équipe d'Avi Loeb à Harvard a publié une note technique sur la densité de l'objet. En combinant les mesures de magnitude et les modèles de diffusion, ils ont estimé une masse volumique d'environ 4 grammes par cube centimètre. Comparable à certains alliages industriels, Loeb a choisi ces mots avec soin. Nous ne pouvons pas conclure à une origine artificielle, mais l'hypothèse ne peut pas être écartée sans observation directe. La communauté scientifique a réagi avec prudence. L'astrophysicienne britannique Monica Grady rappelait sur la BBC que le nickel pur peut se former naturellement dans les cœurs planétaires, tandis que d'autres faisaient remarquer qu'un fragment de ce type aurait dû se corroder depuis longtemps. Les débats se succédaient, sans réponse définitive. Chacun avançait son équation, chacun défendait son modèle, mais la réalité restait immobile, opaque, insaisissable. À l'ESA, le service de spectroscopie a remarqué une seconde anomalie. Le rapport isotopique du carbone. Le spectre indiquait une proportion anormale de 0,13 C, presque 2 fois supérieure à celle mesurée dans les comètes du système solaire. Une telle signature pouvait signifier une origine chimique lointaine, ou un processus de transformation inconnu. Rien, dans la physique actuelle, n'explique un enrichissement aussi net sans intervention. Les astronomes du télescope Subaru à Hawaï ont observé un phénomène plus étrange encore. À intervalles réguliers, l'intensité lumineuse de 3i, Atlas, diminuait pendant quelques secondes, puis revenait à son niveau initial. Un clignement, pas assez marqué pour indiquer une rotation, mais suffisamment rythmé pour être remarqué. Une pulsation, presque biologique, les logiciels d'analyse ont confirmé la périodicité. 22h11, trop précise pour être aléatoire. Dans les couloirs de Pasadena, on évitait de prononcer les mots qui fâchent. On parlait de modulation, de cycle photométrique, jamais de signal. Et pourtant, c'est ainsi qu'il était noté sur les graphiques. Pattern detected. Le 21 mars, la sonde MAVEN a croisé la trace ionisée laissée par l'objet. Les instruments ont détecté un sillage de plasma contenant des radicaux CN, du carbone libre et des traces de nitrile. Les valeurs étaient cohérentes, avec une réaction de haute énergie. Aucune comète connue ne laisse une empreinte aussi stable. Le plasma semblait structuré, comme si le champ magnétique local avait été organisé plutôt que subi. Le lendemain, un physicien du CNRS a écrit dans un rapport confidentiel « Il s'agit d'un comportement magnétique contrôlé ». Le mot a été barré, remplacé par inhabituel. Dans la marge, une main anonyme a ajouté « Nous ne savons pas ce que cela veut dire ». Plus les observations s'accumulaient, plus la question changeait de nature. Ce n'était plus « qu'est-ce que c'est ?» mais « pourquoi est-ce que cela semble savoir ce que c'est ?» Une phrase étrange, mais qui revenait souvent.
murmurés dans les cafés des campus, sur les canaux privés des ingénieurs. À la surface de Mars, les rovers Perseverance et Curiosity continuaient leur routine, indifférents à la présence de l'objet dans le ciel. Mais les scientifiques, eux, regardaient autrement les images de ces machines. Deux créatures de métal explorant un désert rouge, tandis qu'un autre corps métallique glissait au-dessus d'elles. L'écho visuel était troublant. Une coïncidence? Peu? Être? Ou une métaphore que personne n'osait formuler? La matière qui s'observe elle-même, du sol à l'espace. Le 24 mars, l'objet a traversé la zone de transition gravitationnelle de Jupiter. Les calculs du Jet Propulsion Laboratory ont confirmé un léger ajustement de sa trajectoire, de quelques dixièmes de degré. Aucune force externe connue ne pouvait expliquer ce changement. Pas de dégazage, pas de perturbation mesurable, juste une correction, propre, silencieuse, une décision. Dans les rapports publics, la NASA a écrit « Perturbation gravitationnelle, probable, due à l'interaction avec la magnétosphère jovienne ». Les scientifiques savaient que cette phrase n'était qu'une couverture polie pour l'incompréhension. On ne peut pas parler de décision quand on parle d'une pierre. Pourtant, c'est bien le mot que beaucoup avaient en tête. À ce moment-là, la tension a cédé la place à un sentiment plus rare, l'humilité. Devant les écrans, les chercheurs restaient immobiles. Certains prenaient des notes, d'autres simplement respiraient lentement. L'espace venait, une fois de plus, de rappeler que notre savoir n'est qu'une parenthèse dans une ignorance plus vaste. Les anomalies ne s'expliquaient pas. Les chiffres s'ajustaient sans convaincre. Et 3i, Atlas, indifférent à nos spéculations, poursuivait sa route vers le noir. Derrière lui, il laissait un sillage de questions, une certitude nouvelle. Il existe encore des choses qui échappent à la prédiction. Dans les jours qui ont suivi la déviation de trajectoire, le silence a pris la place des chiffres. Aucun communiqué, aucun graphique mis à jour sur les serveurs publics de la NASA, ni sur ceux de l'ESA. Les journalistes accrédités ont posé leurs questions habituelles. Les observations continuent-elles? Les données seront-elles publiées? Les réponses sont restées vagues, souvent identiques. Les analyses sont en cours. La phrase revenait comme une prière bureaucratique, répétée jusqu'à perdre son sens. Dans les couloirs du Jet Propulsion Laboratory, les badges clignotaient encore. Les écrans affichaient des courbes silencieuses, mais quelque chose s'était figé. On ne travaillait plus pour comprendre. On travaillait pour contrôler l'information. Les ingénieurs avaient reçu des instructions précises. Pas de transfert de fichiers hors réseau sécurisé, pas de capture d'écran, pas de commentaires sur les forums techniques. Une note interne rappelait que les spéculations nuisent à la rigueur scientifique. Ce genre de phrase, dans ce genre de moment, ne fait qu'amplifier le doute. À Cambridge, Avi Loeb a tenu une conférence privée avec son équipe du Galileo Project. Il a répété ce qu'il disait déjà depuis des années. La science doit examiner tout ce qu'elle peut mesurer, même si cela remet en cause le confort de ses certitudes. Mais cette fois, son ton n'avait changé. Moins professoral, plus inquiet. Il savait que chaque mot prononcé sur 3i Atlas pouvait être utilisé contre lui, soit pour le ridiculiser, soit pour alimenter les récits de conspiration. À Paris, au siège de l'ESA, la direction a organisé une réunion confidentielle avec plusieurs représentants du CNES et du CNRS. Le compte-rendu, qui a fuité plus tard, tenait en 2 lignes. Les données spectrales confirment la nature métallique de l'objet. Aucune explication naturelle satisfaisante à ce stade. Le paragraphe suivant, caviardé dans la version publique, évoquait la nécessité d'un message commun afin d'éviter toute interprétation prématurée. Pendant ce temps, la presse s'impatientait. Le 25 mars, Le Monde titrait « 3i, Atlas, la comète qui n'en est pas une ».
La BBC parlait d'un objet qui met la science à l'épreuve. Sur les réseaux, la tension montait. Les vidéos d'amateurs reprenaient les spectres, les animaient, les transformaient en visages ou en codes. La rumeur faisait ce qu'elle fait toujours, combler le vide. Mais le vide, cette fois, était réel. Les chercheurs, d'habitude si prompts à commenter, se taisaient. À Darmstadt, un ingénieur de l'équipe ExoMars confiait « C'est comme si nous avions touché une limite invisible. » Une phrase que d'autres avaient déjà prononcée dans d'autres contextes, la fission, la mécanique quantique, la relativité. Chaque saut de compréhension commence par cette sensation, celle d'un mur qu'on ne savait pas exister. Le 26 mars, la Maison-Blanche a demandé un briefing. Le conseiller scientifique du président a réuni des représentants de la NASA, du département de la Défense et du Bureau de la politique spatiale. Selon une source citée plus tard par The Washington Post, la conclusion du rapport fut simple. Aucune menace directe identifiée. Communication publique à maintenir minimale. Ce choix a été interprété partout comme un aveu. À Bruxelles, l'Union européenne a tenu une session fermée du comité spatial. Les mots « objet non identifié » ont été prononcés avec gêne. Personne ne voulait redire « ovni », un mot trop lourd de fantasme. On a préféré l'expression « phénomène interstellaire atypique ». Les diplomates savent qu'un vocabulaire précis crée l'illusion du contrôle. Le 27 mars, un message a circulé entre chercheurs. Un simple lien vers une image radar compressée issue de la station de Goldstone. On y distinguait une forme allongée, légèrement courbée, d'environ 300 mètres de long. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour relancer les discussions. Certains y ont vu une coïncidence d'écho, d'autres une symétrie troublante. L'image a été retirée du serveur quelques heures plus tard, remplacée par un message d'erreur, fichier introuvable. La peur ne se disait pas, mais elle s'entendait. Pas la peur d'un danger, mais celle d'un effondrement symbolique. Si 3i, Atlas, n'était pas une comète, pas un astéroïde, pas un simple débris, alors tout un pan de notre vocabulaire devenait caduc. Et qu'est-ce qu'une science qui perd ses mots? Le 29 mars, une fuite anonyme a publié sur Reddit un extrait d'échange entre deux chercheurs de la NASA. L'un écrivait « Ce n'est pas la première fois qu'un objet agit comme s'il nous regardait. » L'autre répondait « Alors peut être qu'on ne regarde pas assez bien. » Les deux comptes ont été supprimés dans l'heure. Dans les observatoires, on continuait de pointer les télescopes. L'objet s'éloignait, mais son influence restait. Plus personne ne savait s'il fallait le suivre pour l'étudier ou pour le retenir. On disait qu'il avait modifié quelque chose dans notre manière de penser, comme une tache de lumière sur une rétine collective. La philosophie entra alors dans la salle de contrôle. Des revues comme La Recherche ou Science, Vie commencèrent à publier des essais sur la limite du savoir. Des écrivains, des théologiens, des astrophysiciens dialoguaient dans les mêmes colonnes. On évoquait le principe anthropique, la possibilité d'un univers conscient, les travaux de John Archibald Wheeler et son concept d'univers participatif. L'idée que l'observation crée la réalité, et non l'inverse. 3i, Atlas devenait le symbole d'un paradoxe, un objet muet qui forçait l'humanité à se parler. Les agences spatiales, elles, poursuivaient leur mutisme. À la fin du mois de mars, un communiqué commun de la NASA et de l'ESA a tenté de calmer les spéculations. Les observations continuent. L'objet suit une trajectoire naturelle et ne présente aucune anomalie significative. Le communiqué n'était pas faux. Tout dépend de ce que signifie naturel. Au JPL, un technicien a noté dans son carnet
nous avons peur du silence. Peut être que c'est lui, le véritable message. Une phrase simple, perdue parmi des formules de calcul, mais qui résumait tout. L'espace ne répond pas, et c'est précisément ce qui le rend insupportable. Il renvoie à nos propres questions, sans jamais y ajouter les siennes. Dans les semaines suivantes, l'attention médiatique a décliné. D'autres nouvelles ont pris la place. Mais dans les laboratoires, dans les bureaux, l'objet restait présent. Invisible, mais présent. Chaque fois que quelqu'un évoquait une mesure trop parfaite, une trajectoire trop stable, une émission trop nette, on prononçait son nom comme on chuchote une évidence qu'on n'a pas encore comprise. 3i, ATLAS, continuait de s'éloigner. Le monde, lui, reprenait son souffle. Mais quelque chose, depuis, s'était fissuré. La conviction que tout ce qui traverse notre ciel peut être expliqué. Quand la poussière du tumulte médiatique est retombée, il ne restait plus que les questions. Les équipes scientifiques avaient accumulé des téraoctets de données. Trajectoires, spectres, images, mesures de polarisation. Rien d'inventé, rien d'ajouté. Et pourtant, tout manquait. Chaque information semblait pointer vers un trou dans le savoir. C'est dans ce vide que sont nées les hypothèses. Au Jet Propulsion Laboratory, une réunion s'est tenue à huis clos, un matin d'avril. Les ingénieurs, les astrophysiciens et les chimistes ont confronté leurs modèles. Aucun ne parvenait à expliquer à la fois la pureté du nickel, la présence isolée du cyanogène et la stabilité orbitale. Quelqu'un a murmuré. Nous ne pouvons pas parler d'intention, mais nous pouvons parler d'organisation. Le mot a flotté dans la salle, pesant, presque dangereux. Avi Loeb, de retour à Harvard, a publié une note interne. L'univers est un laboratoire naturel. 3i, ATLAS, peut être une expérience dont nous ignorons la question. Ce n'était pas une provocation, mais une manière de poser le problème. Si quelque chose se comporte comme un système faut-il l'analyser comme tel, même sans connaître l'auteur de la structure. L'idée d'un artefact interstellaire n'était pas nouvelle. Depuis Oumuamua, certains chercheurs parlaient de objets délibérément éjectés par des civilisations anciennes. Mais 3i, Atlas, présentait un profil différent, plus massif, moins erratique, presque docile. L'hypothèse d'une technologie déchue, dérivant depuis des millions d'années, a commencé à circuler. Des fragments de machines qui, à force de traverser le vide, finissent par devenir aussi naturels que les pierres qu'elles imitent. Pourtant, cette idée séduisante n'expliquait pas tout. Si l'objet était artificiel, il devait avoir une finalité. Mais laquelle? Une sonde? Un message? Un vestige? Dans une interview au New York Times, l'astrophysicienne Jill Tarter a rappelé: si l'univers abrite des millions de civilisations, la probabilité qu'une seule trace nous atteigne est infime, mais pas nulle. Les chiffres disent que c'est possible. Le silence dit que c'est improbable. Entre les deux, il y a l'humain, capable d'imaginer l'extraordinaire pour ne pas affronter l'ordinaire de l'incompréhension. Une autre piste, plus audacieuse, venait de France. Le physicien Étienne Klein, interrogé sur France Inter, déclarait « Peut être que 3i, Atlas, n'est pas un objet, mais un phénomène, une manifestation de quelque chose que nous ne savons pas encore nommer. » Ce mot, phénomène, a tout changé. Il déplaçait la question du quoi vers le comment. Et si 3i, Atlas, n'était pas un corps, mais un événement, une condensation temporaire d'énergie et de matière, implie dans le tissu de la gravité? Au CNRS, une équipe de physiciens a exploré cette hypothèse en simulant un effondrement partiel d'ondes gravitationnelles. Dans leur modèle, un flux de matière pouvait se stabiliser brièvement avant de se dissoudre,
créant une signature lumineuse proche de celle observée. Mais cette explication supposait une coïncidence presque parfaite entre plusieurs forces. Trop parfaite, encore une fois. Alors, certains ont choisi une voie plus métaphysique. Si l'univers est un système qui s'observe lui-même, comme le suggérait John Archibald Wheeler, peut être que ces objets interstellaires ne sont pas des visiteurs, mais des expressions de cette observation, des actes de conscience cosmique. L'idée, d'abord marginale, s'est glissée dans les discussions, pas dans les publications officielles, mais dans les conversations tardives, là où la rigueur cède un peu de place à l'intuition. Un ingénieur du JPL a résumé ce malaise en une phrase. « Nous avons créé des machines capables d'aller sur Mars, mais nous refusons de croire que l'univers puisse créer des structures capables de venir ici. » Ce paradoxe, personne ne pouvait le résoudre. Les semaines passaient, et l'objet continuait son voyage. La sonde Juno, en orbite autour de Jupiter, a brièvement détecté une perturbation infime du champ magnétique local, comme si quelque chose avait effleuré la bordure de sa zone d'influence. Aucune alarme, aucune donnée exploitable, juste une déformation, une respiration. Dans les couloirs de la science, deux attitudes coexistaient, l'incrédulité prudente et la curiosité silencieuse. Ceux qui doutaient rappelaient que l'univers regorge d'anomalies, et que la majorité d'entre elles finissent par trouver une explication. Ceux qui croyaient, ou plutôt qui espéraient, voyaient dans 3i, Atlas, un indice, une parenthèse ouverte, dans la continuité du réel. À mesure que les hypothèses se succédaient, la frontière entre la recherche et la contemplation devenait floue. Les scientifiques notaient leurs équations avec la même rigueur, mais leur regard s'éloignait de l'écran. Ce qu'ils observaient n'était plus seulement un point lumineux sur une courbe. C'était une idée, un rappel, que la science n'est pas faite pour fermer les mystères, mais pour les rendre intelligibles sans les réduire. Le 5 avril 2025, Avilob a adressé un dernier mémo à ses collaborateurs. Nous sommes peu, être les témoins d'un événement que notre langage n'est pas prêt à décrire. Cette phrase, reprise ensuite par les journaux, a marqué la fin du débat public. On ne pouvait pas aller plus loin sans basculer dans la croyance. Et pourtant, quelque chose demeurait. Dans la nuit, au-dessus des observatoires, 3i, Atlas, poursuivait son sillage silencieux. Une trace de métal pur et de chimie ancienne, glissant vers le noir, emportant avec lui le miroir de notre ignorance. Certains ont dit qu'il n'avait rien à dire, d'autres qu'il avait déjà tout dit, simplement en passant. Peut être que la vérité est entre les deux, que le message n'était pas contenu dans l'objet, mais dans la manière dont nous avons réagi à sa présence. Une civilisation se définit moins par ce qu'elle découvre que par ce qu'elle fait de ses découvertes. Et si, cette fois, la leçon de 3i, Atlas, n'était pas cosmique, mais intime. L'univers ne nous envoie peu, être pas des signes pour nous prouver qu'il pense, mais pour nous rappeler que nous le faisons. Le 10 avril 2025, 3i, Atlas, a franchi l'orbite de Jupiter. Les observatoires de la Silla et du Mauna Kea ont noté une dernière variation de magnitude avant que l'objet ne glisse dans le fond étoilé. Après cela, plus rien. Les serveurs se sont vidés, les capteurs se sont tus, l'espace, comme s'il reprenait son souffle, a retrouvé son indifférence. Mais pour ceux qui avaient passé des semaines à suivre le point lumineux, ce silence n'était plus neutre. Il avait une texture, une présence. Les fichiers de suivi ont continué d'arriver pendant quelques jours, compressés, redondants, inutiles. Les ingénieurs les ouvraient machinalement, comme on écoute encore une voix après qu'elle s'est tue, juste pour s'assurer qu'on ne l'a pas rêvée. Dans les couloirs du JPL, on parlait bas, de fatigue, de soulagement aussi.
L'affaire était close, mais pas résolue. Le monde scientifique aime les conclusions. Cette fois, il n'y en avait pas. Au Galileo Project, Avi Loeb a réuni son équipe pour la dernière séance d'analyse. Les spectres, les ratios isotopiques, la courbe photométrique, rien de nouveau. Les résultats étaient solides, cohérents, et pourtant il refusait l'explication. Loeb, d'une voix fatiguée, a simplement dit « Nous n'avons pas prouvé qu'il s'agissait d'un artefact, mais nous avons démontré qu'il existe encore des choses qui résistent à la réduction. » C'était une phrase de scientifique et, en même temps, une phrase de philosophe. L'ESA a classé le dossier dans ses archives sous la référence MPC 2025 Equators. Le rapport final tenait en une page. Objet interstellaire, trajectoire hyperbolique, nature indéterminée, aucune activité détectée. Une ligne pour l'histoire et des milliers de questions pour la mémoire. À l'extérieur, le public s'était déjà tourné vers d'autres sujets. Mais chez ceux qui avaient suivi chaque pulsation de lumière, quelque chose demeurait ouvert, comme une blessure tranquille. À Harvard, un étudiant a demandé à Loeb « Et si nous n'avions rien vu d'autre que nous-mêmes » Le professeur a souri. « C'est possible. Mais alors, ce serait la première fois que l'humanité se voit en mouvement. » Cette phrase a circulé sur les réseaux, coupée de son contexte, transformée en aphorisme. Elle est devenue la citation qu'on partage sans savoir d'où elle vient, comme si elle appartenait déjà à tout le monde. Les semaines suivantes, plusieurs revues ont publié des articles de synthèse. Nature Astronomie a insisté sur la prudence. Aucune preuve d'origine artificielle. Science a mis en avant l'importance des objets interstellaires pour comprendre la formation des planètes. Mais entre les lignes, on sentait la fascination. Quelque chose avait frôlé notre système, et notre langage n'avait pas suffi à le décrire. Le 20 avril, un technicien de l'ESA a mis à jour une dernière fois la base de données. Il a regardé la ligne correspondant à 3i, Atlas, puis a éteint l'écran. Plus tard, il a écrit dans son journal « Il n'y a plus d'image, mais l'image continue ». Cette phrase, simple et silencieuse, résumait tout. Ce que l'espace laisse derrière lui, ce n'est pas une trace physique. C'est un changement dans la manière dont nous regardons. Sur Terre, les nuits sont redevenues normales. Les télescopes pointent à nouveau vers d'autres cibles. Les chercheurs reprennent leur cycle de conférences. Mais parfois, au détour d'une conversation, le nom revient. 3i, Atlas. 3 caractères et un mot, comme une équation inachevée. Il est devenu un repère, une sorte de légende discrète dans la mémoire collective des astrophysiciens. Personne ne sait s'il reviendra. Les modèles orbitaux disent non. Sa vitesse l'emporte loin, au-delà de la sphère d'influence solaire, vers l'espace interstellaire. D'ici 20 ans, il sera trop faible pour être détecté. Pourtant, il continuera d'exister, quelque part, un fragment métallique filant entre les étoiles, emportant avec lui la somme de nos hypothèses et de nos doutes. Certains chercheurs ont tenté de garder le contact, d'envoyer des signaux radio dans la direction approximative de sa trajectoire. Rien n'est revenu. Pas même un écho. Le vide a simplement avalé le message. Mais peu. Être que l'intention seule comptait. Le fait d'avoir répondu à une présence par une autre, d'avoir renvoyé dans l'espace un peu de la conscience qu'il avait réveillée. Avec le recul, on pourrait dire que 3i, Atlas, n'a rien changé. Aucun nouveau principe physique, aucune révolution technologique. Et pourtant, il a déplacé quelque chose de plus profond. La ligne invisible qui sépare le connu de l'inconnu. Il a rappelé que la science n'est pas un mur, mais une frontière, et que chaque fois qu'on la franchit, le monde devient plus vaste, mais aussi plus silencieux. Peut être que c'est cela, le véritable message.
que l'univers parle en laissant des traces que nous devons apprendre à lire autrement, et que, parfois, il nous envoie un visiteur pour nous rappeler que nous ne sommes pas seulement des observateurs, mais aussi des participants de ce dialogue infini. Un soir d'avril, alors que la Terre tournait lentement vers l'aube, les derniers photons de 3i, Atlas, ont touché l'atmosphère, invisible à l'œil nu. Quelqu'un, quelque part, regardait le ciel sans savoir qu'il observait la fin d'une histoire. Et dans cet instant, bref et immense, l'univers peut être s'est souvenu de nous autant que nous nous souvenons de lui. Les mois qui ont suivi le départ de 3i, Atlas, ont ressemblé à une longue décantation. Les observatoires du monde entier continuaient de scruter le ciel, mais l'objet n'était plus qu'une suite de coordonnées vides dans des fichiers archivés. Pourtant, rien ne redevenait tout à fait normal. Chaque nouveau point de lumière était désormais interrogé avec une prudence différente, un soupçon d'humilité que les équations seules ne peuvent offrir. Au Jet Propulsion Laboratory, une équipe réduite a repris le dossier pour une dernière vérification. Les serveurs, saturés de données, contenaient tout. Les courbes photométriques, les signaux radars, les spectres infrarouges, aucun détail n'avait été oublié. Aucune observation n'avait été négligée. Et pourtant, aucune conclusion définitive ne venait. La science avait tout vu, tout noté, tout calculé, mais elle n'avait pas compris. L'absence d'explication ne venait pas d'un manque d'information, mais d'une question mal posée. Dans un rapport final envoyé à la NASA, un ingénieur a écrit « Peut être qu'il n'y a rien d'anormal, mais que nous avons mal défini la normalité. » Cette phrase, d'apparence anodine, a circulé parmi les chercheurs comme un murmure. L'idée que la normalité n'est qu'une moyenne de nos ignorances n'était pas nouvelle, mais elle prenait ici un relief particulier. À Harvard, le Galileo Project a officiellement clos l'enquête. Avi Loeb a tenu une dernière conférence devant ses étudiants. Il a projeté la trajectoire de 3i, Atlas, sur un écran, une courbe élégante quittant le système solaire pour rejoindre le noir. Puis il a dit calmement « Nous avons mesuré une absence. Et cette absence, elle, est parfaitement réelle. » Le silence dans la salle valait toutes les conclusions. En Europe, l'ESA a organisé un séminaire confidentiel avec les principaux observatoires partenaires. Le thème « Objets interstellaires et gestion des anomalies ». Derrière les discussions techniques, une inquiétude diffuse. Comment annoncer au monde qu'on a rencontré quelque chose que l'on ne peut pas nommer? L'histoire de la science est faite de ces moments où la certitude se dérobe et où la seule réponse honnête est le doute. Pendant ce temps, les philosophes s'étaient emparés du sujet. Dans les revues, on parlait d'épistémologie du silence. Le physicien italien Carlo Rovelli publiait un texte intitulé « L'univers sans témoin » où il rappelait que la connaissance n'est pas un inventaire, mais une relation. Pour savoir, il faut être en lien. 3i, Atlas, avait rétabli ce lien pas entre les étoiles et nous, mais entre le savoir et son propre mystère. Dans les studios de radio, Étienne Klein expliquait « Cet objet, qu'il soit naturel ou non, nous a ramené à la bonne question. Pourquoi avons-nous besoin que tout ait une origine ?» Le public, habitué à chercher des causes, découvrait la beauté de l'incertitude. Pour une fois, la science ne promettait pas une réponse. Elle proposait un silence, réfléchi, presque sacré. Les semaines passaient. Les ingénieurs remettaient en service d'autres programmes, les physiciens rédigeaient leurs articles. Mais la trace de 3i, Atlas, restait dans les esprits, comme un point aveugle. Il avait révélé une fracture invisible dans notre manière de regarder le monde. Nous confondons compréhension et possession.
Quand quelque chose échappe, nous parlons d'anomalie. Quand nous ne pouvons pas le mesurer, nous disons que cela n'existe pas. Peut être que 3i, ATLAC, n'a fait qu'exposer cette illusion. Certains astronomes, plus discrets, ont continué à suivre sa trajectoire extrapolée. Selon les calculs de l'université de Leiden, l'objet atteindrait la limite de la sphère de Hill solaire vers 2030 et 1. Après cela, il flotterait librement dans l'espace interstellaire. Aucun signal radio, aucune émission infrarouge n'a été détectée depuis avril. Rien, sauf une fois, une brève anomalie sur le réseau du radiotélescope ALMA au Chili. Une impulsion isolée, 10 millièmes de seconde à 8, 4 GHz, exactement la fréquence qui avait déjà fait parler les ingénieurs de Cebreros. L'événement n'a jamais été confirmé. Officiellement, c'était un bruit de fond. Officieusement, certains y ont vu une dernière salutation. Les scientifiques sont prudents. Ils savent que le hasard existe, mais ils savent aussi que tout hasard répété devient message. Et c'est être là que la science et la philosophie se rejoignent dans la reconnaissance du pattern, une répétition, une résonance, un rythme. L'univers ne parle pas avec des mots, il répète. Et c'est à nous d'apprendre à entendre cette répétition sans y projeter nos peurs. Avi Loeb, dans une lettre adressée à ses collègues, a écrit « Si l'univers est conscient, il ne nous parle pas. Il se contente de se montrer parfois à travers un objet, une lumière ou une équation. » C'était la conclusion la plus honnête qu'on pouvait espérer. Car au fond, 3i, Atlas, n'a jamais eu besoin d'être expliqué pour être vrai. En mai, les télescopes ont cessé de le suivre. L'humanité a tourné la page, comme elle le fait toujours. Mais pour ceux qui avaient veillé, l'événement avait changé quelque chose de subtil. Ce n'était pas une découverte, c'était une rencontre. Pas avec une autre intelligence, mais avec la limite de la nôtre. Le soir du 12 mai, à l'observatoire du Pic du Midi, un jeune chercheur a pointé son instrument vers la région du Serpentaire. Rien, juste le bruit du vent dans les antennes et la respiration régulière des machines. Il a éteint les écrans, s'est appuyé contre la rambarde et a regardé le ciel. Dans le silence, il a compris ce que beaucoup pressentaient. L'univers ne cache pas ses secrets. Il les montre à ceux qui savent supporter l'absence de réponse. Peut être que 3i, Atlas n'était rien de plus qu'une pierre de métal voyageant depuis un autre soleil. Peut être aussi que, par son passage, il nous a obligés à redevenir des observateurs, non des maîtres. Et c'est cela, au fond, la véritable leçon. Chaque fois qu'un objet venu du vide traverse notre monde, il nous rappelle que nous faisons partie d'un cosmos qui n'a pas besoin d'être expliqué pour exister, mais qui attend simplement que nous apprenions à l'écouter. Les semaines ont passé et l'objet a quitté le champ de tous les télescopes. Pourtant, dans les institutions, la poussière n'était pas retombée. Les comités, les agences, les universités avaient clos leurs rapports, mais derrière les portes, on continuait d'échanger. Des mails, des notes, des réunions sans intitulé. Ce n'était pas un secret organisé, c'était une gêne collective, un silence qui s'installe quand les mots manquent. À Washington, le Bureau de la politique spatiale a demandé un document de synthèse sur la gestion des anomalies. 3 pages, toutes prudentes. Les observations concernant l'objet 3i Atlas ont été conduites conformément au protocole standard. Une phrase de plus. Aucune donnée ne suggère une origine non naturelle. Rien de faux, rien de vrai non plus. Dans les marges, un conseiller a écrit « Et si la nature, cette fois, n'était pas celle que nous croyons ?» Le commentaire a été supprimé avant diffusion. À Paris, l'ESA a réuni ses chefs de mission.
On y a évoqué la possibilité de mettre en place une cellule de veille, discrète, pour les futurs objets interstellaires. On voulait éviter la panique, mais aussi l'excès d'enthousiasme. Un responsable a dit « Nous devons apprendre à dire « Nous ne savons pas sans que le monde entende, nous cachons quelque chose ». C'était sans doute la phrase la plus lucide de la réunion. Pendant ce temps, dans les laboratoires, les chercheurs reprenaient le travail. Ils comparaient 3i, Atelas, à Oumuamua et Borisov, cherchant la continuité. Une famille d'objets venus d'ailleurs. Rien n'était pareil. L'orbite, la matière, la texture spectrale, tout différait. L'univers, semblait-il, refusait la répétition. Chaque visiteur était unique, comme s'il écrivait sa propre équation. Les médias, eux, parlaient encore de 3i, Atlas, mais d'une voix lointaine, déjà distraite. Les documentaires s'annonçaient, les podcasts se multipliaient, le récit était en train de se transformer en mythe. Le messager qui ne dit rien, la comète sans queue, le miroir des humains. À mesure que la mémoire collective s'emparait de l'histoire, la précision scientifique s'effaçait. Ce qui restait, c'était l'émotion d'avoir été regardé. Au Jet Propulsion Laboratory, une archiviste a remarqué que certaines images manquaient. Les fichiers des 13 et 14 mars 2025 avaient disparu du serveur principal. Une sauvegarde existait sur bande magnétique, mais le transfert avait échoué. Officiellement, une panne du système de redondance. Officieusement, personne n'a cherché à savoir. Certains silences sont plus sûrs que les réponses. Harvard, de son côté, a publié une dernière mise à jour sur le site du Galileo Project. Le texte commençait par « Nous avons suivi un objet qui ne ressemblait à rien de ce que nous connaissions ». Il se terminait par « L'univers ne nous doit pas de cohérence ». Entre ces deux phrases, tout était dit. L'effort, la lucidité, la fatigue. Le 10 juin 2025, lors d'une conférence fermée à Genève sur la coopération spatiale, un représentant du CNES a pris la parole. Il a parlé de la nécessité d'un langage commun face à l'inconnu. La salle est restée silencieuse. Puis un physicien a demandé « Et si nous sommes le langage que l'univers utilise pour se décrire ?» On a souri, on a applaudi poliment, mais la question est restée dans l'air. Une de ces phrases qu'on ne peut ni prouver ni oublier. Pendant ce temps, des artistes commençaient à s'emparer du sujet. Des musiciens composaient des pièces inspirées de la trajectoire de 3i. Atlas. Des peintres représentaient un point d'argent traversant un ciel rouge. L'art, toujours plus rapide que la science, transformait l'incertitude en beauté. Être-ce la seule réponse possible à ce que nous ne pouvons pas mesurer? Le Galileo Project a continué d'analyser les archives, mais la motivation avait changé. On ne cherchait plus une preuve, on cherchait un sens. Loeb écrivait dans un mail « Ce que nous avons observé n'est pas un objet, mais une relation ». Cette phrase, simple et inclassable, résumait la mutation en cours, de la physique à la métaphysique, de la mesure à la conscience. À mesure que l'été avançait, les budgets étaient clôturés, les équipes réaffectées. Dans les couloirs des institutions, on évitait de prononcer le nom de 3i Atlas. Il portait trop de choses. La fascination, la fatigue, la honte d'avoir douté. Dans une culture scientifique construite sur la maîtrise, reconnaître une ignorance aussi absolue relevait presque de la transgression. Mais les chercheurs savent. Ils savent que la vérité avance à la vitesse du doute. Chaque découverte naît d'un moment où quelqu'un ose dire « Je ne comprends pas » et peut être que 3i Atlas, dans son passage silencieux, n'avait fait que cela, nous forcer à le dire. À la fin de l'année, les rapports se sont empilés dans les archives. 1 millier de pages, des graphiques,
des chiffres. Tout est là. Tout est documenté. Mais l'essentiel ne s'y trouve pas. Ce que l'univers a laissé en passant ne se lit pas dans les données. Cela se sent dans le regard de ceux qui ont vu le ciel vaciller. La nuit, au-dessus des observatoires, les télescopes continuent de suivre d'autres trajectoires. Mais parfois, dans le cliquetis mécanique d'une monture, dans le souffle des moteurs, on croit entendre quelque chose, le souvenir d'un silence. Et dans ce silence, on comprend que le secret des institutions n'a jamais été une dissimulation. Il n'y avait rien à cacher. Il n'y avait que la peur de dire à voix haute « Nous ne savons pas. Les années passeront. » Et le nom de 3i, Atlas, restera dans les bases de données comme une simple ligne de texte, un code d'identification parmi des milliers d'autres. Mais pour ceux qui ont vécu ces semaines de veille, il restera autre chose qu'un objet, une expérience. Ce n'est pas souvent que la science frôle le sentiment du sacré, ce moment précis où la rigueur rencontre la stupeur et où la raison doit reconnaître qu'elle ne suffit plus. Au Galileo Project, les chercheurs ont repris le travail normal. Les serveurs ont été nettoyés, les simulations archivées. Pourtant, dans les conversations informelles, l'objet revenait sans cesse. Personne ne l'appelait plus la comète, ni même l'anomalie. Il était devenu un pronom, presque un souvenir collectif. On disait simplement lui. Et tout le monde comprenait. Avilob a publié un dernier article dans The Astrophysical Journal Letters. Il n'y affirmait rien. Il posait seulement la question. Que se passe-t-il si la conscience est une propriété de la matière à grande échelle? Ce texte, austère en apparence, portait en lui une révolution tranquille. Il suggérait que l'univers n'est pas observé, mais qu'il s'observe à travers nous. Dans ce cadre, 3i, Atlas cessait d'être une anomalie. Il devenait un geste de l'univers vers lui-même. En France, Étienne Klein écrivait dans une tribune « Ce qui nous trouble dans cet objet, ce n'est pas sa nature, mais notre réaction. Nous avons besoin que l'univers soit simple, parce que notre esprit l'est trop peu. » Ces mots résumaient l'essentiel. 3i, Atlas avait révélé non pas une étrangeté du cosmos, mais une vulnérabilité de la pensée humaine. Nous voulons des réponses, pas des miroirs. Pendant ce temps, les instruments continuaient d'enregistrer le silence. Les radiotélescopes d'Arecibo avaient disparu depuis longtemps, mais ceux d'Alma, de Greenbank et de Parkes écoutaient toujours. Rien. Pas de message, pas de répétition. Seulement le souffle du vide, ponctué d'éclats de pulsars et de radiations fossiles. Les astrophysiciens le savaient. Le silence est une donnée comme une autre, mais celui-ci semblait particulier, trop dense, comme si, derrière chaque absence de signal, se cachait une intention, celle de ne pas interrompre notre propre pensée. À mesure que le temps passait, l'objet devenait un symbole. On le citait dans les conférences, dans les livres, dans les universités. Les étudiants l'évoquaient avec une curiosité presque religieuse. Dans les amphithéâtres, les professeurs disaient « Rappelez-vous 3i, Atlas. Parfois, une observation ne vous apprend rien sur le monde, mais tout sur la façon dont vous le regardez. » L'objet entrait lentement dans la mythologie de la science, à côté des énigmes fondatrices. La constante de Planck, la relativité, la mécanique quantique. Au CNRS, un colloque sur la conscience cosmique rassemblait physiciens, philosophes et biologistes. On y parlait d'émergence, de complexité, d'information. Un chercheur a lancé cette idée. Et si la matière cherchait à se connaître? La salle a ri doucement, puis s'est tue. L'hypothèse paraissait folle, mais elle n'était pas vide. Car après tout, la conscience humaine est bien une tentative de la matière pour se comprendre. Pourquoi le cosmos entier n'en ferait-il pas autant? Dans les jours qui ont suivi, les journaux ont titré
La pensée rejoint les étoiles. Ce n'était pas une exagération, juste une façon maladroite de dire que la frontière entre science et philosophie venait de s'effondrer, ne serait-ce qu'un instant. Pendant ce temps, 3i, Atlas, poursuivait sa route. D'après les calculs, il avait déjà franchi la limite de la sphère d'influence solaire. Son voyage ne finirait pas. Il continuerait jusqu'à ce que la lumière elle-même s'épuise. Un fragment de métal et de carbone filant dans la nuit galactique, porteur d'aucune intention ou de toute. À Washington, un rapport de la NASA a été classé dans les archives Deep Space Object. 3 pages datées du 2 août 2025. Dans la marge, un commentaire manuscrit. Nous ne savons pas s'il est parti ou s'il nous a simplement traversés. Cette phrase, restée confidentielle, résumait la sensation universelle. L'objet n'avait peu. Être pas quitté le système solaire, peu. Être était-il toujours là, invisible, indétectable, mais présent dans une autre forme, celle d'une idée. L'idée qu'un jour, quelque chose a glissé entre Mars et Jupiter sans se conformer à nos modèles, et que ce simple geste a suffi à rouvrir la porte du mystère. Dans les observatoires, les nuits redevenaient ordinaires. Les télescopes suivaient d'autres comètes, d'autres exoplanètes, mais de temps en temps, un opérateur coupait le moteur de la monture, laissait le champ dériver et regardait le ciel sans calculer. Dans ce flottement, il croyait sentir encore la trace de 3i, Atlas, comme une ligne de silence traversant le noir. L'univers ne nous a rien dit. Il a simplement laissé un souvenir. Et dans ce souvenir, nous avons entendu ce que nous voulions. Pour certains, une preuve de la solitude. Pour d'autres, un signe d'intelligence. Mais peu être que c'était plus simple. Peu être que 3i, Atlas, n'était qu'un rappel. Une façon pour le cosmos de dire « Je continue ». Et si ce message nous semblait humain, c'est peu. Être parce qu'il l'était. Parce que nous faisons partie de ce message, comme les neurones d'un esprit trop vaste pour se nommer. Si l'univers est un cerveau, alors chaque objet, chaque étoile, chaque regard en est une impulsion. Et parfois, au hasard de son propre fonctionnement, il se reconnaît brièvement à travers un éclat de métal venu d'ailleurs. 3i, Atlas s'éloigne encore. Son nom s'efface des bulletins, mais son passage reste gravé quelque part dans la mémoire collective, comme une respiration. Peut être que dans quelques siècles, un autre observatoire le verra passer, sous un autre nom. Et à ce moment-là, une autre civilisation lèvera les yeux, et le même silence leur répondra. Alors ils comprendront ce que nous commençons seulement à pressentir. Le silence de l'univers n'est pas vide, c'est un miroir. Et chaque fois qu'une lumière étrangère traverse notre ciel, c'est nous que ce miroir nous renvoie.